Bonjour et bienvenue à cette capsule web qui portera sur le consentement aux soins. Je suis Dominique Giroux, je suis ergothérapeute, je suis professeure à l'Université Laval au programme d'ergothérapie de la Faculté de médecine. Je suis aussi chercheur au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec du CHU de Québec. La loi oblige les professionnels de la santé à obtenir le consentement des personnes. Personne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle que soit la nature, que ce soit des examens, des prélèvements, des interventions ou des traitements. C'est toujours obligatoire. Il y a deux seules situations pour lesquelles c'est pas obligatoire, soit si c'est une mesure d'urgence, donc les personnes qui arrivent à l'urgence pour lesquelles les soins sont requis, les professionnels peuvent procéder sans le consentement si c'est pas possible de l'obtenir, et aussi dans les cas de soins d'hygiène. Donc, on doit toujours obtenir le consentement des personnes, et ça même si la personne, par exemple, quand elle a été admise à l'hôpital, elle a signé un formulaire d'autorisation de soins. Comme professionnel, quand on se rend, par exemple, à la chambre pour faire une intervention quelconque, on doit toujours faire état à la personne de ce qu'on veut faire comme soin et obtenir son consentement. Les personnes, par exemple, en résidence d'hébergement aussi, on doit aussi obtenir leur consentement quand on veut faire une intervention auprès d'eux. Quand on parle d'un soin, on parle de plusieurs choses. On peut référer à des examens ou des évaluations par les professionnels de la santé, des prélèvements, des traitements, des interventions. Les mesures de contrôle sont aussi considérées comme des soins. Alors, on parle ici, par exemple, des contentions ou des mesures d'isolement. L'hébergement est aussi un soin. Si on doit orienter une personne en hébergement parce qu'elle est en perte d'autonomie et qu'elle a besoin de soins, par exemple, pour la médication ou des soins infirmiers, c'est aussi considéré comme un soin. Lorsqu'on parle de consentement, on dit qu'il doit être libre et éclairé. Donc, il doit avoir fait l'objet d'un accord qui est exprimé clairement par la personne et ça doit être fait sans pression, sans menace, sans contrainte et sans que la personne ait les facultés altérées. Ce que ça veut dire, c'est que la personne doit être apte à consentir, elle doit comprendre ce qu'on lui propose comme soin. Quand on parle de consentement éclairé, c'est que ça doit être donné en toute connaissance de cause, donc la personne doit savoir ce qu'on propose comme soin et ce que ça implique pour elle. Donc, les professionnels de la santé et des services sociaux ont une responsabilité en lien avec le consentement aux soins. Ils doivent transmettre l'information aux personnes sur leur état de santé, sur les soins qui sont proposés, les services qui sont proposés. Les différentes options possibles doivent être proposées à la personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'option du soin qu'on propose, mais il peut y avoir d'autres options qui doivent être proposées aussi. Et à ce moment-là, les risques et les avantages, les conséquences associées avec chacune de ces options-là, mais aussi avec l'option de refuser le soin qui est proposé, doivent avoir été transmis à la personne de façon claire. L'autre élément, les professionnels de la santé doivent s'assurer que la personne est apte à consentir, donc elle comprend bien l'information qui lui est transmise. Donc, ils doivent évaluer l'aptitude à consentir lorsqu'ils sont en présence d'une personne qui pourrait avoir des atteintes qui ont un impact sur sa compréhension. Donc, lorsque les professionnels évaluent l'aptitude à consentir, ils doivent évaluer la capacité de la personne à comprendre l'information qui lui est transmise. Et lorsqu'on parle de la compréhension de l'information, on réfère à la compréhension de son diagnostic, de la nature de sa maladie et de l'impact que ça a sur ses difficultés, la nature et le but du traitement qui est proposé, les risques associés à ce traitement-là, mais les conséquences d'accepter ou de refuser ce traitement-là. Donc, tous ces éléments-là, la personne doit bien comprendre pour pouvoir prendre une décision éclairée. Ensuite, on doit s'assurer que si on juge que la personne a de la difficulté à comprendre, il faut vérifier s'il y a un diagnostic qui pourrait expliquer ce problème de compréhension-là. Ensuite, non seulement la personne doit comprendre l'information qu'on lui transmet, mais elle doit être capable de l'apprécier sur le plan personnel. Donc, elle doit avoir une certaine autocritique. On peut être en présence d'une personne qui comprend très bien les impacts d'une chirurgie, par exemple, mais si cette personne-là dit « oui, je comprends, c'est important la chirurgie, il y a des risques, mais moi, j'en ai pas besoin, j'ai pas de problème », à ce moment-là, c'est au niveau de l'autocritique qu'il y a un problème. Cette personne-là ne comprend pas en quoi ça s'applique à elle, donc elle n'est pas capable de donner un consentement éclairé. Elle doit aussi être capable de raisonner à partir de l'information transmise, c'est-à-dire que même si elle a des atteintes cognitives, elle peut prendre une décision qui soit
oui, raisonnable ou non selon notre point de vue, mais le raisonnement qui est derrière, comment elle explique sa décision, il faut être capable d'aller chercher cette information-là pour voir si elle a un raisonnement qui est logique et qui pourrait expliquer sa prise de décision. Donc, on peut avoir une personne qui a des atteintes cognitives, qui prend une décision qui la place en présence de risques plus importants, mais si son raisonnement est logique, elle nous explique pourquoi elle prend cette décision-là, même si elle a des atteintes cognitives, elle peut être apte à consentir. Finalement, elle doit être capable d'exprimer un choix, que ce soit verbal, que ce soit de façon écrite, mais ça peut être aussi d'autres façons qui peuvent nous permettre d'accéder à une information qui est fiable, que ce soit en nous pointant des images ou en nous faisant des signes, en autant qu'on soit certain qu'on a une réponse fiable. Donc, si la personne est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une autre personne peut le faire à sa place. C'est ce qu'on appelle le consentement substitué. Donc, soit une personne autorisée par la loi ou une personne autorisée par un mandat donné en prévision d'inaptitude. Donc, si on est en présence d'une personne qui a des atteintes neuropsychologiques ou mentales, donc un diagnostic de démence par exemple, ou un problème de santé mentale, si elle est sous régime de protection, ça veut dire qu'elle a un tuteur, un curateur ou un mandataire qui est responsable d'elle, à ce moment-là, si elle est inapte à consentir, c'est automatiquement vers cette personne-là qu'on va obtenir le consentement aux soins, donc le tuteur, le curateur ou le mandataire. Par contre, si on est en présence d'une personne qui n'a pas de régime de protection, à ce moment-là, ce que prévoit le Code civil, c'est que la première personne vers laquelle on se retourne pour obtenir le consentement, ce sera le conjoint. Ensuite, s'il n'y a pas de conjoint, ça va être les proches, c'est-à-dire frères, sœurs ou les enfants. Sinon, si ces personnes-là, il n'y a pas cette personne-là dans l'entourage, on peut aller vers des proches plus éloignés, oncles, tantes, nièces, cousins, et sinon, ça peut être des amis ou toute autre personne qui démontre un intérêt pour cette personne-là. Ça peut aller sur une voisine, un bénévole, etc. Les personnes qui donnent le consentement substitué ont aussi des devoirs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont considérées comme un peu le prolongement de la volonté de la personne qui est inapte. Cette personne-là n'a plus la capacité de nous donner son consentement à ce qu'on propose. Donc, la responsabilité de la personne qui donne le consentement substitué, c'est de s'assurer qu'elle va toujours agir dans l'intérêt de la personne et qu'elle va tenir compte des volontés de cette personne-là. Et c'est un élément qui est parfois mal compris, c'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre la décision en fonction de nos propres valeurs, mais on doit prendre la décision en fonction de ce qu'on croit que cette personne-là aurait voulu et faire fi de ce que nous, on croit qui est bon pour nous. Il faut aussi que cette personne-là s'assure que les soins sont bénéfiques et opportuns pour la personne et que les risques sont proportionnés aux bienfaits espérés, bien entendu. Ensuite, si on est en présence, en fait, s'il n'y a pas de proche autour pour donner le consentement, ou si on est en présence d'un refus injustifié du proche qui refuse des soins, par exemple, qui sont vraiment requis pour l'état de la santé de la personne, ou si on est en présence de ce qu'on appelle un refus catégorique. C'est une situation où on aurait obtenu le consentement du proche, mais la personne maintient qu'elle ne veut pas le soin qu'on propose de façon claire et soutenue. À ce moment-là, à moins que ce soit une situation d'urgence ou qu'on soit en présence de soins d'hygiène, on doit obtenir une autorisation de la Cour pour pouvoir procéder comme professionnel de la santé. Donc, on parle ici du refus catégorique. Le Code civil ne définit pas clairement c'est quoi un refus catégorique ou comment ça doit être exprimé. Par contre, la jurisprudence reconnaît qu'il s'agit d'une manifestation claire et exprimée de façon stable dans le temps d'un refus du soin proposé. Par exemple, on peut penser à une situation où une personne qui est à risque de chute, à laquelle on met une ceinture de contention pour éviter qu'elle se lève du fauteuil et qu'elle chute. Si la personne manifeste clairement qu'elle est anxieuse, qu'elle est inconfortable et qu'elle veut qu'on enlève la ceinture de façon stable à chaque fois qu'on l'admet, on ne devrait pas pouvoir maintenir cette contention-là sans obtenir une autorisation de la Cour. On a un certain délai pendant lequel on peut agir, mais on doit obtenir un ordre de cour pour pouvoir maintenir en présence d'un refus catégorique. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'en présence d'un refus catégorique, qui sont requis pour la santé et l'intégrité physique, on doit toujours aller à la Cour. Et à ce moment-là, on doit démontrer que la personne est inapte à refuser les soins parce que, bien entendu, si elle est apte, on n'a pas besoin d'avoir un ordre de cour parce qu'elle a le droit de prendre la décision. Il faut démontrer que le refus est catégorique
que les soins sont bénéfiques et opportuns pour la personne et que c'est vraiment dans son intérêt de la contraindre. Toujours en gardant en tête que la Cour va essayer de respecter le plus possible le droit à l'autodétermination de la personne et va essayer d'éviter le plus possible de causer préjudice à la personne et beaucoup d'anxiété en lui imposant des soins qu'elle refuse. Quelques erreurs observées, confondre inaptitude légale et aptitude à consentir est une erreur très courante. En fait, c'est pas parce que la personne est sous régime de protection, c'est-à-dire qu'elle a un mandataire avec un mandat homologué ou qu'elle est sous régime de tutelle ou curatelle qu'elle est nécessairement inapte à consentir aux soins. Donc, on doit quand même s'assurer qu'elle ne comprend pas ou qu'elle comprend ce qu'on lui transmet comme information et vérifier si elle pourrait consentir aux soins proposés. Donc, on peut penser à une situation où la personne est sous régime de protection, par exemple, pour la gestion financière, mais est quand même capable de comprendre ce que je veux faire comme intervention en ergothérapie, bien, je peux obtenir le consentement directement auprès de cette personne-là. Il faut faire attention aussi de ne pas généraliser l'inaptitude à consentir à tous les soins. C'est pas parce qu'elle est inapte à consentir, par exemple, à une chirurgie qui a des impacts importants, des risques importants pour sa santé, qu'elle est nécessairement inapte à consentir à mon évaluation en ergothérapie. Donc, comme professionnel, on doit réévaluer l'aptitude à consentir à chaque fois qu'on propose un soin. Il faut éviter d'omettre d'évaluer l'aptitude à consentir en présence d'atteintes cognitives. On doit toujours être à l'affût. Est-ce que cette personne-là comprend ce qu'on lui propose? Et parfois, on peut penser que la personne est apte parce qu'elle accepte de collaborer et qu'elle répond à nos questions, mais peut-être qu'elle ne comprend pas les implications de cette évaluation-là. Finalement, on doit éviter de considérer que la nécessité de protéger la personne diminue la nécessité de respecter le refus catégorique. Je reviens à mon exemple de contention. Si on met une ceinture à la personne, on a peur qu'elle tombe et sous prétexte qu'on veut la protéger, on dit on n'entendra pas le refus catégorique, cette personne ne comprend pas que c'est à risque, donc on maintient la ceinture. Malheureusement, on comprend mal ce que nous dit la loi, c'est-à-dire qu'on doit respecter le droit à l'autodétermination et c'est le juge qui nous donne l'autorisation pour la maintenir ou non, la contention. Donc, en conclusion, toute personne est présumée apte à consentir à un soin et ça jusqu'à ce qu'une évaluation démontre le contraire. L'aptitude à consentir doit être évaluée à chaque fois qu'un soin est proposé parce que le degré de compréhension peut varier en fonction du soin qu'on propose. L'évaluation doit considérer la nature du soin, donc on doit expliquer les conséquences, les options et tout ça à chaque fois. Pour être valide, le consentement doit être libre et éclairé et donné par une personne apte. Donc, si la personne à qui on donne le soin est inapte, on se tourne vers le représentant légal s'il y en a un, sinon vers le conjoint, les proches et toute personne qui démontre un intérêt pour cette personne-là. Une personne apte à consentir conserve le droit de prendre toute décision, même si celle-ci paraît déraisonnable. Parfois, ça peut être confrontant pour nous, mais on doit respecter le droit de refus de toute personne. Et même si la personne est inapte à consentir, nous devons considérer son refus si elle l'exprime de façon claire et soutenue dans le temps. Merci beaucoup.